Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Paulin. Une légende bien connue raconte que des Juifs fuyant des persécutions cherchaient un endroit où se réfugier. Arrivés en Pologne, ils traversèrent une forêt et sur chaque arbre se trouvait un traité du Talmud. Le nom du pays fut considéré comme un signe, compte tenu de sa signification phonétique en hébreu. Paulin peut en effet être traduit par ici repose-toi, et Poelaenia par ici loge l'Éternel. La Pologne devint ainsi en quelque sorte une seconde terre promise et un lieu de repos juif, pour plusieurs siècles. Or, cette question de la présence juive en Pologne et de manière générale en Europe orientale a fait l'objet d'un renouvellement historiographique spectaculaire au cours des dernières décennies, notamment avec l'ouverture de nombreux fonds d'archives dans l'Europe post-communiste et avec une libération de la parole historienne, susceptible désormais de mettre en lumière des éléments jusque-là passés sous silence ou de contester un certain nombre d'idées communément admises, à la fois dans cette région et dans la communauté juive. C'est ainsi que l'implication des autorités tsaristes dans la première grande vague de pogroms, en 1881-82, est aujourd'hui clairement récusée par les historiens. De même, de nouvelles méthodes de recherche et de nouvelles thématiques ont émergé, par exemple avec les apports de l'histoire des genres appliqués à la communauté juive. Enfin, le renouvellement historiographique sur les Juifs de Pologne s'est traduit depuis les années 1980 et surtout 1990 par une multiplication des publications, principalement en Pologne, en Israël et dans le monde anglo-saxon, à l'instar de la revue Paulin. Histoire juive. La Pologne a longtemps été un vaste État, aux frontières très mouvantes. Lié au Grand-Duché de Lituanie à partir du XIVe siècle, face à la menace teutonique, puis uni à lui à partir de 1569, la République de Pologne abrite une forte diversité de cultures, de religions et de langues. Elle correspond à un territoire qui, dans ses frontières de 1772, couvre plus de 730 000 km² et s'étend des plages de la Baltique aux fertiles terres noires d'Ukraine, des marais du Pripyat aux contreforts des Tatras, des forêts primaires de la Lituanie aux rives fortement humanisées de la Warta, en passant par des villes anciennes et prestigieuses comme Cracovie ou modernes et industrielles comme Łódź. Les Polonais y forment un groupe culturellement dominant, mais numériquement minoritaire. La Pologne au sens ethnique recouvre essentiellement les bassins de la Vistule et de la Warta, tandis que les confins orientaux sont peuplés majoritairement par des populations ukrainiennes, biélorusses et lituaniennes, de religion souvent orthodoxe ou uniate pour les deux premières, tandis que les Lituaniens relèvent généralement de l'Église catholique latine, comme les Polonais. Partout, des minorités existent. Dans ce vaste espace, des communautés juives se sont anciennement implantées. Les plus anciennes, au nord de la mer Noire et à Kiev, sont originaires de Méditerranée orientale et du monde byzantin ou sont liées au royaume khazar, dont les élites se sont partiellement converties au judaïsme au 8e siècle. Une partie de ces Juifs s'est ensuite installée plus à l'ouest, sur le territoire de l'actuelle Pologne, où leur présence est attestée dès la naissance de cet État, au Xe siècle, notamment à Gniezno. Ces flux migratoires restent cependant de très faible ampleur. À partir du XIIIe siècle, des migrations plus importantes partent de l'Occident latin. La Pologne accueille alors des Juifs fuyant les persécutions de Bohême, de Moravie, d'Italie et surtout d'Allemagne. Ceux-ci submergent les communautés plus anciennement établies et les absorbent, notamment d'un point de vue linguistique. La Pologne fait alors figure de pays remarquablement tolérant envers les Juifs, d'autant que les autorités et la noblesse fondent de grands espoirs dans leurs aptitudes artisanales, commerciales et financières pour reconstruire un pays dévasté par les raids tatars. Les Juifs reçoivent d'ailleurs un certain nombre de droits et sont protégés par des statuts comme celui de Boleslas le Pieux en 1264, qui leur garantit entre autres la protection royale pour leurs personnes et leurs biens, le droit de commercer, de circuler et de pratiquer leur religion librement. C'est, avec quelque exagération, l'époque du Paradisus Ideorum. L'irruption de la peste noire modifie la situation, avec un profond ébranlement des sociétés médiévales, suivi d'accusations et de violences envers les Juifs, comme à Poznan en 1367. Ces violences sont cependant sans commune mesure avec celles perpétrées en Europe occidentale, ce qui accroît les flux de réfugiés vers la Pologne, puis le Grand-Duché de Lituanie. Malgré les pressions de l'Église,
La rivalité de la puissante bourgeoisie allemande dans les villes et les atteintes périodiques aux droits de la communauté juive, cette dernière connaît un réel épanouissement démographique, économique et culturel, notamment à la Renaissance, une période de grandeur, de prospérité et de rayonnement pour la Pologne de manière générale. Les Juifs exercent parfois de très hautes fonctions dans l'État et sont protégés par le roi, qui s'oppose par exemple au port obligatoire d'un signe distinctif. La légende de la liaison amoureuse unissant le souverain Casimir le Grand et sa maîtresse juive Esther symbolise cette entente. La Pologne-Lituanie constitue alors, quoi qu'il en soit, la partie de l'Europe où le statut des Juifs est le plus avantageux. Ils obtiennent même une large autonomie avec en particulier des institutions représentatives centrales, le Conseil des 4 pays et le Conseil juif lituanien. Ceci ne doit pourtant pas faire oublier une hostilité croissante, qui se traduit notamment par des accusations récurrentes de crimes rituels ou d'empoisonnement des puits ainsi que par des violences, comme à Cracovie en 1447. À partir du XVIIe siècle, la situation se dégrade clairement pour les Juifs. La pression fiscale s'alourdit, les mesures discriminatoires se multiplient, notamment les limitations de résidence en ville ou la fermeture aux non-chrétiens de certaines professions artisanales sous la pression des corps de métier. Les Juifs sont de plus en plus nombreux à s'installer dans les confins lituaniens et à se mettre au service des aristocrates locaux, comme régisseurs, commerçants ou artisans. Mais un déluge s'abat sur le pays à partir du milieu du siècle. Une succession de catastrophes, guerres, massacres et épidémies affectent gravement la Pologne-Lituanie et la communauté juive en particulier. Cette dernière est notamment frappée par la révolte des Cosaques de Chmielniki en Ukraine en 1648 à 49, une insurrection dirigée contre les nobles polonais et les Juifs perçus comme leurs agents. C'est aussi l'époque des invasions suédoises et moscovites ou des raids des Haïda Max, suivi au début du XVIIIe siècle par la Grande Guerre du Nord et par la guerre de succession de Pologne. Les communautés sont décimées, fortement traumatisées, appauvries et désorganisées. Ce contexte favorise des mouvements messianiques et hérétiques qui menacent l'unité religieuse du judaïsme et achèvent d'ébranler la société juive, à l'instar du sabbataïsme, autour du faux messie Chabbaté de Séville. Les autorités traditionnelles luttent âprement contre ce mouvement et finissent par l'emporter, mais des sabbatéens subsistent jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la forte vitalité juive conduit à un redressement démographique et en partie économique. Mais les Juifs perdent peu à peu le soutien de la monarchie, de toute façon de moins en moins puissante, et se heurtent de plus en plus à l'antijudaïsme de l'Église et aussi de la noblesse, qui continue pourtant à les utiliser pour gérer ces domaines et servir d'intermédiaires avec les serfs. Ils perdent aussi leurs institutions représentatives centrales. À partir du milieu du siècle, les communautés connaissent une tendance à l'appauvrissement tandis que la pression fiscale devient particulièrement forte. La naissance du franquisme, qui succède au sabbataïsme et s'achève par un rapprochement avec le christianisme mais reste très minoritaire, et celle du hassidisme, qui renouvelle considérablement le mysticisme juif, ajoute de nouveaux facteurs de déstabilisation. Enfin, l'effondrement même de l'État polono-lituanien ouvre une nouvelle ère pour les populations juives, désormais divisées et soumises à de nouvelles autorités. Les pays voisins, la Prusse, l'Autriche et la Russie, 3 grandes puissances européennes, se partagent en effet la République des deux nations en 3 étapes, en 1772, puis 1792 et 1795. Avec le 3e partage, la Pologne disparaît complètement. Fini polonnier. En Pologne, c'est-à-dire nulle part. La Pologne disparaît des cartes de l'Europe entre 1795 et 1918. L'éphémère duché de Varsovie, créé par Napoléon Ier et satellite de la France impériale, est simplement supprimé peu après sa création, à l'occasion d'un nouveau partage en 1815 plus favorable à la Russie qui s'empare des régions de Lublin et Varsovie. Devenue une simple expression géographique, la Pologne désigne dès lors une zone éclatée en 4 espaces principaux. La Prusse perd en 1815 de nombreux territoires polonais acquis lors des partages de 1792 et 1795 mais conserve la Pomérélie, et regagne la Posnanie, avec les villes de Gdansk et de Poznań. L'Autriche garde quant à elle la Galicie, à laquelle s'ajoute par la suite la ville libre de Cracovie, théoriquement indépendante de 1815 à 1846. Le territoire le plus vaste,
avec 82% de l'ancienne République, revient enfin à la Russie tsariste, mais tandis que les confins orientaux, Ukraine occidentale et Lituanie sont directement annexés, le royaume du Congrès forme un espace à part. Ce dernier, reconnu internationalement par le Congrès de Vienne en 1815, est constitué d'une région ethniquement polonaise centrée sur Varsovie et dispose initialement d'une certaine autonomie, largement supprimée après l'insurrection de janvier en 1863-64. Pendant tout le XIXe siècle, les patriotes polonais aspirent à la restauration d'un État uni et indépendant. Ils œuvrent dans ce sens sur place ou en exil, que ce soit à travers les poèmes mystiques de Mickiewicz, les efforts pour développer l'économie polonaise, la résistance aux pressions foncières allemandes ou russes, la mise en place d'un réseau d'enseignement clandestin en langue polonaise, les espoirs placés en une personnalité étrangère influente comme Napoléon Ier ou encore une série de grandes insurrections armées, violemment réprimées, principalement celles de 1830 à 31 et de 1863 à 64. Il pourrait donc sembler paradoxal d'étudier les Juifs de Pologne au XIXe siècle, alors que précisément il n'y a plus d'État polonais durant cette période. Mais d'une part, ces frontières nouvelles sont largement artificielles et bien des phénomènes ou des circulations internes à la société polonaise et à la société juive les ignorent. Étudiants, pèlerins, prédicateurs, troupes d'acteurs, commerçants, contrebandiers, journaux, manuscrits, tracts politiques et autres les traversent régulièrement, donnant au monde juif une certaine cohérence transfrontalière. Les Juifs de Galicie sont ainsi souvent bien plus proches à tout point de vue, de ceux du royaume du Congrès ou de l'Ukraine russe que de ceux de Vienne, Prague et Budapest, qui résident pourtant dans le même État. D'autre part, un certain nombre de phénomènes remontant à l'époque de la Pologne indépendante perdurent durant des décennies, voire durant tout le siècle. D'ailleurs, les expressions de juifs polonais, juifs de Pologne ou juifs lituaniens restent longtemps utilisées, bien plus que juifs de Russie par exemple. C'est ainsi qu'un roman d'Isaac Joel Linetsky, écrit en 1869, s'intitule Dopojlisze Yingel, le gars polonais. Alors que le héros est un juif vivant dans la zone directement annexée à la Russie, assez loin des limites du royaume du Congrès et au milieu de populations ukrainiennes. Enfin, le cadre géographique de l'ancienne Pologne-Lituanie revêt un intérêt particulier justement pour observer les évolutions divergentes de la société juive dans chacun des 4 espaces issus des partages du pays, à partir d'une situation initiale globalement homogène. En revanche, en se concentrant sur le territoire de la Pologne d'avant le premier partage de 1772, certains endroits importants échappent à notre étude, en particulier la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire le sud de l'Ukraine et notamment la ville d'Odessa qui devient au XIXe siècle un port important et un centre majeur pour le monde juif d'Europe orientale. Néanmoins, cet espace, très varié, se rapproche fortement des réalités démographiques, culturelles, économiques et sociales que l'on trouve dans diverses régions de l'ancienne Pologne, qu'il s'agisse des campagnes d'Ukraine occidentale, des centres urbains de Lituanie ou de la grande métropole de Varsovie, malgré certaines originalités comme une sécularisation et une russification plus poussée dans le cas de la communauté odessite. Cette coupure arbitraire dans l'espace juif n'empêche donc pas d'en voir les aspects essentiels, d'autant qu'Odessa influence les populations juives de l'ancienne Pologne par ses journaux, ses produits, son attractivité, ses organisations, et par conséquent ne saurait être complètement ignorée à travers son rayonnement. De même, le choix des bornes chronologiques, entre 1795 et 1914, peut être débattu. Il transcende la rupture traditionnelle de 1881, marquée par la première grande vague de pogroms et sur laquelle insistent de nombreux historiens, n'hésitant parfois pas à la comparer à d'autres tournants de l'histoire juive comme les 2 destructions du Temple, la révolte de Bar Kokhba ou le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Sans nier l'importance de cette date, surtout pertinente pour les Juifs de Russie, l'étude d'un long XIXe siècle permet de la replacer dans un contexte de lente transformation, donc de nuancer l'idée parfois persistante d'un tournant soudain et d'affiner la chronologie des mutations dans le monde ashkénaze oriental. Le cataclysme européen de la Première Guerre mondiale, qui frappe de plein fouet les communautés juives, marque lui aussi une rupture tout aussi importante. Enfin, les dates de 1795 et de 1914, très classiques dans l'historiographie de la Pologne, insistent sur le contexte géographique et politique polonais. Le cœur du Yiddishland.
L'étude des Juifs de Pologne est d'autant plus intéressante que cet espace constitue le cœur du Yiddishland, le nouveau centre du judaïsme mondial depuis le XVIe siècle. Il en est avant tout le cœur démographique. En 1795, ce sont environ les 2/3 des Juifs du monde qui sont concentrés sur le territoire de l'ancienne Pologne. Vers 1880, ils représentent encore la moitié du judaïsme mondial et c'est de là que sont principalement originaires les nouvelles communautés juives en plein essor implantées dans des pays neufs comme les États-Unis ou l'Argentine. D'autre part, durant tout le siècle, ils constituent entre 8 et 13% de la population de l'ancienne Pologne, ce qui en fait également la région du monde avec la plus forte proportion de Juifs, même si leur poids dans la population de la Palestine ottomane augmente considérablement au cours de cette période. La Pologne représente aussi le cœur intellectuel et religieux du judaïsme. De nombreuses communautés juives sont clairement distinctes, par exemple les Séfarades du bassin méditerranéen ou les Falachas d'Éthiopie, mais les Ashkénazes, les plus nombreux, sont fondamentalement centrés sur la Pologne. Vilnius est ainsi la Jérusalem lituanienne, et les académies talmudiques de la région ont une réputation internationale, attirant des étudiants juifs jusqu'en Europe occidentale ou en Amérique. De même, si l'Allemagne du XVIIIe siècle a été le berceau du puissant mouvement des Lumières juives, notamment autour de la figure de Moses Mendelssohn, la Pologne du XIXe siècle est l'épicentre du hassidisme mondial. Certains hassidim ont beau s'établir en Terre Sainte, leur pensée reste tournée vers un guide spirituel quelque part en Europe orientale. La Pologne est en outre le principal pôle mondial d'élaboration et de publication de textes en yiddish, comme en hébreu à cette époque. Enfin, les Juifs d'Europe orientale ou Ostjuden acquièrent à la fin du XIXe siècle une nouvelle centralité dans les mentalités. Ils incarnent l'étrangeté et la différence mais aussi une sorte d'authenticité à laquelle certains Juifs du reste du monde aspirent, comme Franz Kafka, fasciné par la langue et le théâtre yiddish, ou encore Jiří Langeais, également issu d'une famille assimilée de Prague mais qui reçoit la révélation du hassidisme galicien si exotique et intrigant. Inversement, beaucoup de Juifs anciennement implantés et assimilés, à Londres, Paris ou Berlin, déplorent l'arrivée de coreligionnaires orientaux dépenaillés et mal dégrossis, aux vêtements et à l'idiome caractéristique, un peu trop visibles à leur goût et pour lesquels ils éprouvent souvent un mélange d'hostilité et de condescendance. Les Juifs de Pologne constituent donc à la fois un pôle d'attraction, de fascination et de répulsion, quoi qu'il en soit un pôle de référence pour le judaïsme mondial. Selon la formule de Jacob Goldberg, historien israélien d'origine polonaise, il n'y a pas d'histoire des Juifs sans histoire de Pologne mais il n'y a pas non plus d'histoire de Pologne sans histoire des Juifs. Note sur les noms propres. Vient l'immanquable note préliminaire sur les noms propres en Europe centrale et orientale, qui soulève un double problème. D'une part, la multitude des langues et des dialectes dans cette région impose de choisir entre les diverses versions d'un même nom, pour éviter des énumérations fastidieuses. La ville que les Polonais appellent Lwów devient ainsi Lviv en ukrainien, Lvov en russe, Lemberg en allemand, Lemberg en yiddish et Léopold en français, cette dernière appellation étant aujourd'hui complètement inusitée. D'autre part, le russe, le yiddish et l'hébreu ne s'écrivent pas en alphabet latin, ce qui nécessite de transcrire les noms selon des règles qui varient en fonction des langues et des auteurs. De manière générale, pour les noms propres, nous adopterons la version ou l'orthographe francisée lorsqu'elles existent et sont couramment utilisées, par exemple dans le cas de Varsovie. La version polonaise sera privilégiée en ce qui concerne les autres toponymes comme Wilno, Lwów ou Gdansk. Pour la transcription des mots à partir des caractères cyrilliques ou hébraïques, nous adopterons une version en la conservant à chaque occurrence, sans prétendre trancher entre la pertinence des différentes possibilités. Dans le but de simplifier la lecture, les signes diacritiques propres à la langue polonaise ne seront pas reportés. Nous distinguerons de plus les mots Lituanie et Lituanie. Le premier désigne l'ancien Grand-Duché, un espace très vaste et aux populations de langues, de religions et d'écritures diverses. Il couvre tout le nord-est de l'ancienne République de Pologne-Lituanie. Le second n'a pas de réalité politique ou administrative avant le XXe siècle, mais recouvre un sens ethnique et culturel. Il concerne les populations de langue lituanienne et de religion catholique romaine, majoritaires seulement au nord de la Lituanie. Enfin, le terme juif étant foncièrement polysémique,
Nous adopterons l'orthographe sans majuscule dans les cas où c'est exclusivement un sens religieux qui prévaut, à savoir pour désigner les adeptes de la religion judaïque, comme on parle des chrétiens ou des musulmans. Dans toutes les autres circonstances, en particulier pour désigner le peuple juif mais aussi dans les nombreux cas d'ambiguïté, nous mettrons arbitrairement une majuscule, comme pour les Polonais ou les Allemands. L'identité juive. Mais il y a un hic avec les Juifs d'ici, c'est un peuple impossible. Justement parce que le Polonais ne veut pas le connaître, justement parce qu'il lui crache au visage et le boycotte de tous côtés, il se glisse exprès dans la boutique polonaise, le café polonais, chez l'avocat polonais, le médecin polonais. Le diable patafiole les Juifs d'ici. Passons pour les grands, les aristocrates qui s'intitulent polonais de confession mosaïque. Je ne parle même pas d'eux. Pour eux, c'est un grand honneur, un privilège, que de mener leur fille sous le dais nuptial dans une église polonaise. Sholem Aleichem, la peste soit de l'Amérique. L'identité juive ne pose à première vue pas de problème. Au XVIIIe siècle, les Juifs polonais sont clairement identifiables, à la fois par leurs multiples différences avec les non-juifs et par une très forte cohésion interne. Or, au XIXe siècle, de nombreuses populations en Europe s'interrogent sur leur identité et parfois s'en forgent une nouvelle, avec des implications politiques, que ce soit dans une Allemagne en cours d'unification, une Autriche traversée par des tendances autonomistes voire sécessionnistes, une Russie bien souvent dénoncée comme une prison des peuples, ou une Pologne dont les patriotes souhaitent restaurer l'indépendance. L'identité juive est elle aussi l'objet de multiples réflexions, et les critères de la judéité connaissent des mutations profondes. 1. Une religion à part ? À un monothéisme original. 1. Une minorité religieuse. Dans l'immense majorité des cas, les Juifs de Pologne sont d'abord et avant tout des Juifs, c'est-à-dire qu'ils sont de confession israélite. Ils appartiennent de ce fait fondamentalement au même groupe religieux que des Juifs d'autres parties du monde, comme ceux de Salonique, de France ou du Yémen, formant à eux tous Klal Israël. Un sentiment d'identité et de destin commun fait que l'on s'intéresse à ces autres communautés, même très éloignées, et que l'on se montre solidaire avec elles, notamment en cas de catastrophe. Les Juifs occidentaux se mobilisent ainsi pour venir en aide aux réfugiés de Russie à Brody, en 1881-82. Inversement, les Juifs de Pologne collectent régulièrement des fonds pour soutenir leurs coreligionnaires en Palestine. Or, sur le territoire de l'ancienne Pologne, les Juifs sont largement minoritaires face aux chrétiens. Ces derniers comprennent des catholiques polonais et lituaniens, à la religiosité exacerbée et très démonstrative issue de la contre-réforme, mais aussi des uniates en Galicie orientale, des orthodoxes biélorusses et ukrainiens, des Allemands protestants. Partout, la présence chrétienne est rappelée. Le toit de l'église domine les bourgades, la sonnerie des cloches rythme la journée, les crucifix, icônes ou statues de la Vierge veillent sur les carrefours, les processions défilent dans les rues comme pour la fête Dieu. Les Juifs ont généralement tendance à se barricader chez eux durant ces processions, pour ne pas avoir le moindre lien avec elles et ne pas avoir l'air de provoquer les chrétiens, mais dès leur fin, ils rouvrent leur commerce et tirent parti d'une clientèle chrétienne prête à faire la fête. Malgré tout, la tendance à une forte concentration des Juifs dans les mêmes quartiers ne donne pas forcément une impression de situation minoritaire au quotidien. Même le temps juif se distingue du temps chrétien majoritaire. Le calendrier juif, de nature religieuse, se différencie à la fois du calendrier grégorien et du calendrier julien utilisé en Russie. La plupart des fêtes et des demi-fêtes sont ainsi propres au judaïsme, à l'exception principalement de Pâques. Beaucoup de familles achètent des almanachs qui dressent des correspondances entre les différents calendriers et permettent de se repérer par rapport à la société dominante, notamment lorsque les chrétiens évoquent une date par le nom du saint célébré ce jour-là. Les Juifs la désignent de leur côté par un nombre et le nom du mois, comme le 9 Av ou le 15 Kislev. Le rythme même de la semaine est décalé. Le jour du repos, le Shabbat, n'est pas le dimanche mais s'étend du vendredi soir, un peu avant le coucher du soleil, au samedi soir, à l'apparition des 3 premières étoiles dans le ciel. Le calendrier juif, assez complexe, est établi sur une base solaire mais les mois sont liés au cycle lunaire et certaines années, un 13e mois est ajouté pour se réaligner. Enfin,
Le calendrier juif ne commence évidemment pas avec la naissance théorique de Jésus mais avec la création supposée du monde, en 3761, ce qui signifie par exemple que le Yom Kippour de l'année 5674 tombe en 1914 pour les chrétiens. Surtout la vision même du temps est propre aux Juifs, marquée par une impression de double proximité, celle d'un passé mythique et celle d'un futur eschatologique. On se sent à la fois proche d'Abraham et du Messie. 2. La loi juive. Le judaïsme est une religion du livre, ou plus exactement des livres. Elle est fondée sur un texte sacré et révélé, en grande partie commun avec les chrétiens, la Bible hébraïque. Celle-ci comprend la Torah, la loi, qui correspond au Pentateuque. La mission du peuple juif sur terre serait justement de glorifier Dieu et d'appliquer sa loi. La Torah fait ainsi l'objet d'un respect absolu. Par exemple, en cas d'incendie, on prend des risques pour sauver les rouleaux des flammes et lorsqu'ils sont trop abîmés ou profanés, on les enterre et on emporte le deuil. La loi écrite comprend également les Nevi'im, livres des prophètes, et les Ketuvim, écrits, des livres de sagesse, de poésie et d'histoire, notamment le livre des psaumes, le cantique des cantiques ou le livre d'Esther. Le texte sacré fait l'objet d'une interprétation continue, jamais épuisée et toujours complétée, connue sous le nom de Talmud, dans l'idée que le message divin se révèle progressivement par l'étude. Le Talmud n'est donc pas considéré comme un ajout mais comme un développement et une clarification de ce qui était déjà dans le texte. Il constitue la loi orale, aussi importante que la loi écrite. Il comprend notamment la Mishnah, un premier commentaire, et la Gemara, qui commente elle-même la Mishnah. Le décryptage se veut plus ou moins complexe, chaque mot ou chaque signe pouvant revêtir plusieurs sens. Ainsi, la Kabbale est un courant mystique qui aspire à élucider des messages cachés, dans des ouvrages comme le Zohar ou par des méthodes comme la Gématria, qui attribuent à chaque lettre hébraïque une valeur numérique. Au sens large, le mot Torah désigne l'ensemble de la loi, écrite et orale, donc des milliers d'ouvrages de différentes époques. 3. Les fondements du judaïsme. L'une des bases de la religion juive est l'idée d'alliance ou brit, un pacte conclu entre Dieu et le peuple juif depuis Abraham et Moïse. Les Juifs acceptent ce Dieu unique et ses commandements religieux. En échange, ils sont son peuple élu, cher à son cœur et ayant droit à sa bienveillance et à sa protection. L'alliance est donc un accord, avec des droits et des devoirs pour chaque partie qui peuvent toutes deux se plaindre en cas de non-respect. Dieu serait ainsi prêt à châtier son peuple lorsqu'il se comporte mal, mais inversement, le Reb Lévi Isaac de Berditchouf le convoque devant un tribunal rabbinique pour le sommer de s'expliquer sur les malheurs frappant les Juifs, puis le condamne. Il existe un sentiment de réelle intimité avec Dieu. De manière générale, la notion de châtiment et de récompense est fondamentale dans le rapport à Dieu. Ainsi, les Juifs de Pologne croient généralement en la survie de l'âme, dont le sort après la mort dépend du comportement de l'individu sur terre. Les justes sont sauvés et vont au paradis, où ils reçoivent une part du Léviathan au cours d'un grand festin et où sont révélés les secrets de la Torah. Les pécheurs souffrent quant à eux dans les feux de la géhenne, pour une période relativement courte, afin d'expier leurs fautes et de se purifier, mais certains sont convaincus que les pécheurs sont condamnés à errer en peine, à être tourmentés par des démons ou à se réincarner sous une forme inférieure. Il convient donc d'agir conformément à la volonté divine, c'est-à-dire à la loi, ou de racheter ses erreurs par des prières et des bonnes actions. L'attente messianique est un autre aspect fondamental de la religion juive. Le Messie doit être envoyé par Dieu pour mettre fin aux souffrances et à l'exil des Juifs et les rassembler en Terre Sainte, cette Palestine donnée à Abraham et à ses descendants. Son arrivée est annonciatrice du jugement dernier et de la résurrection des morts. Elle n'est pas simplement un rêve lointain et théorique mais est attendue comme imminente. Le son du chauffard, la corne de bélier, peut retentir à tout moment pour l'annoncer. Ainsi, un affrontement militaire comme la campagne de Russie par Napoléon Ier peut être interprété comme l'affrontement de Gog et Magog, censés se détruire mutuellement et des cendres desquelles le Messie doit se lever. Cette attente du Messie et cette conviction intime d'une récompense à venir, qui ne serait qu'une question de temps, a beaucoup aidé à supporter le malheur présent, avec un mélange de résignation et de confiance. B. Une orthopraxie rigoureuse. 1. De nombreux préceptes. Un certain nombre de textes normatifs fixent les règles de vie des Juifs, imposant des commandements ou mitzvot,
qui peuvent être positifs, donc des obligations, ou négatifs, c'est-à-dire des interdictions. Cela fait du judaïsme non seulement une religion, mais une orthopraxie au quotidien. Certaines de ces règles sont directement formulées dans le Pentateuque, comme les tables de la loi de Moïse ou les règles alimentaires du Lévitique. Le Talmud les complète à travers notamment 2 textes, la Halakha, un code juridique et jurisprudentiel, et la Haggadah, à dominante narrative avec des légendes, des paraboles et des maximes. Les Mahajim sont en revanche de simples usages issus de la tradition et non mentionnés dans la loi. Théoriquement, il est beaucoup moins grave de les enfreindre que de ne pas respecter une mitzvah. Ces usages n'en sont pas moins importants aux yeux des Juifs, au point que plusieurs d'entre eux sont devenus emblématiques du judaïsme et sont parfois beaucoup plus respectés que certains commandements. C'est le cas par exemple de la coutume de porter une kippa sur la tête pour les hommes. Enfin, il existe des règles supplémentaires s'appliquant à des groupes spécifiques d'individus. Il s'agit tout d'abord des femmes, qui veillent notamment à leur pureté rituelle, au respect des prescriptions alimentaires et à l'accomplissement de certains rites dans le cadre familial, comme l'allumage des bougies du Shabbat. Certaines professions sont également concernées, comme les sacrificateurs rituels. Enfin, les Kohen, descendants de la classe sacerdotale antique, doivent veiller tout particulièrement à éviter toute souillure, ce qui leur interdit par exemple la proximité d'un cadavre et ne les autorise pas à épouser une femme non vierge. 2. Une vie quotidienne très encadrée. La vie quotidienne des Juifs est donc profondément marquée par une imposante base normative, qui contribue à les différencier clairement des peuples voisins et constitue un rempart contre le risque d'assimilation. Les interdictions et obligations sont en effet multiples, parfois très contraignantes et portent sur tous les aspects de la vie, prière, habillement, alimentation, logement, sexualité, repos. Ainsi, le jour du Shabbat doit être entièrement consacré au repos, à la méditation et à la joie, ce qui interdit un grand nombre d'activités habituelles assimilées à un effort. On ne peut pas travailler, cuisiner, saler les aliments, écrire, allumer ou éteindre un feu, donc fumer, emprunter un véhicule, marcher au-delà d'une certaine distance ou encore porter un fardeau même léger, tel un mouchoir qu'il n'est donc pas permis de placer dans sa poche mais qu'il faut nouer autour du cou ou d'un bras pour qu'il soit considéré comme un vêtement. Le moindre détail peut représenter une transgression plus ou moins grave. Or, les règles sont d'une telle complexité qu'on consulte régulièrement le rabbin savant dans la Torah, pour avoir son avis qui fait autorité. De nombreuses familles possèdent aussi un exemplaire du monumental Shoulan Aroukh, ouvrage écrit par Joseph Caro au XVIe siècle puis adapté au monde ashkénaze par Moïse Isserles. Il est une compilation de 613 commandements avec leurs nombreuses règles d'application. Cette œuvre de référence peut ainsi être consultée au moindre doute, par exemple à propos des 23 règles régissant le lavement des mains après le lever. L'ouvrage est d'ailleurs réédité plusieurs fois au cours du XIXe siècle. Enfin, des ouvrages de morale et de conduite comme le Sefer Lev Tov, le livre du bon cœur, servent de guide de comportement, avec à la fois des aspects édifiants et d'autres terrifiants, lorsque sont décrits par exemple les multiples maux endurés dans la géhenne. C'est de profondes divisions religieuses. 1. L'opposition entre Hassidim et Misnagdim. Malgré un encadrement très fort, le monde juif est traversé par plusieurs grands conflits religieux, dont l'ampleur est parfois telle qu'ils constituent des lignes de fracture mettant en cause son unité. Le hassidisme est ainsi un nouveau courant religieux, qui cherche à revitaliser le judaïsme et conteste un certain ordre social. Il naît au milieu du XVIIIe siècle, notamment autour de la figure du Baal Shem Tov, progresse rapidement puis submerge la Pologne entre la fin du siècle et les premières décennies du suivant. Son succès est spectaculaire, dans tous les milieux sociaux, au point de devenir majoritaire presque partout. Or, le hassidisme rencontre l'opposition frontale des Misnagdim, les opposants, qui voient en lui un dangereux courant anomique s'éloignant des rituels convenus, menaçant l'unité du judaïsme et rappelant les grandes hérésies mystiques comme le sabbataïsme ou le frankisme. Ce dernier, malgré sa très faible ampleur numérique, a fortement marqué les consciences par son séparatisme et son rapprochement avec le christianisme, parfois jusqu'à la conversion, ce qui entraîne l'assimilation complète des frankistes et de leurs descendants après les années 1840.
Le hassidisme inquiète donc fortement les Misnagdim et certaines familles portent même le deuil lorsque l'un de leurs membres devient un hasside. Néanmoins, les tensions entre ces deux groupes s'apaisent au début du XIXe siècle, malgré des ressentiments tenaces et de nombreuses formes d'incompréhension, de mépris ou de moquerie. Le hassidisme perd progressivement sa dimension radicalement contestataire, et les deux tendances se résignent à cohabiter, sans renoncer à toutes leurs différences. Les Misnagdim sont particulièrement puissants en Lituanie, seule région où ils sont majoritaires et où ils forment une véritable poche de résistance au hassidisme. Par exemple, sur la centaine de synagogues et maisons d'études présentes à Minsk vers 1900, seulement 3 sont hassidiques. D'ailleurs, la principale branche du hassidisme en Lituanie, le hassidisme Chabad, est modéré, influencé par les Misnagdim. Dans les territoires sous contrôle prussien, les hassidim deviennent encore plus marginaux, ce sont les maskilim qui y dominent. 2. L'opposition entre orthodoxes et maskilim. L'une des raisons du rapprochement entre hassidim et Misnagdim est la montée en puissance d'un ennemi commun. Ces deux groupes s'opposent en effet au courant réformateur des Lumières juives, la Haskalah, avec une grande virulence et parfois avec haine, surtout en Galicie. Ils donnent ainsi naissance au mouvement de l'orthodoxie moderne, qui lutte contre ces réformateurs, bien souvent vus comme des hérétiques ou du moins comme une menace. Les partisans des Lumières, les maskilim, se considèrent de leur côté comme les représentants et les continuateurs du véritable message du judaïsme. De manière générale, ils soutiennent une refondation du judaïsme, une modernisation et un rapprochement avec les populations voisines. Ils prônent une véritable révolution dans le mode de vie et les façons de penser, de manière parfois radicale et provocante, d'où des heurts avec le reste de la société. Ainsi, beaucoup d'ouvrages du maskil Joseph Perl sont brûlés par les communautés juives et de nombreux autres ne sont même pas publiés. Les haines sont telles que lorsqu'il meurt, on craint que son corps soit profané et ses funérailles sont encadrées par la police. Son tombeau est d'ailleurs vandalisé peu après. La plupart des maskilim sont cependant modérés. Ils aspirent à une transformation progressive de la société juive et seulement jusqu'à un certain point. La Haskalah est née dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, autour notamment de la figure phare de Moses Mendelssohn. Les contacts commerciaux et culturels avec l'Allemagne entraînent rapidement la diffusion de certaines idées en Pologne, mais c'est surtout au siècle qu'elles déferlent sur l'Europe de l'Est. Les premières grandes régions touchées, dans la première moitié du siècle, sont d'ailleurs la Galicie et la Posnanie, respectivement sous domination autrichienne et prussienne, où par conséquent les influences germaniques sont fortes. Un autre foyer se crée assez précocement en Lituanie, à proximité immédiate de la frontière prussienne et donc là encore dans une zone exposée à l'influence de la Haskalah allemande. De manière générale, les maskilim appartiennent surtout à la bourgeoisie urbaine. Ils sont très minoritaires mais constituent une partie des élites économiques et intellectuelles de la communauté juive, ce qui les rend très influents, surtout dans de grands centres comme Varsovie, Lwów, Brody ou Łódź. Progressivement, leur audience s'élargit à d'autres milieux géographiques et sociaux. 3. Les Juifs détachés de la religion judaïque. Le mouvement des Lumières a enclenché un processus de sécularisation, dont les effets deviennent sensibles à la fin du XIXe siècle. L'influence religieuse recule donc, ce qui provoque une véritable cassure au sein du judaïsme et suscite l'effroi ou la colère des milieux pieux et pratiquants. Un certain nombre de Juifs, notamment dans la haute bourgeoisie urbaine, dans l'élite intellectuelle ou parmi les ouvriers, commencent à changer leur regard sur le monde, à délaisser l'étude traditionnelle des textes sacrés, à prendre des libertés avec les règles, à ne plus en respecter certaines et à ne garder qu'une pratique religieuse occasionnelle ou simplifiée. Le détachement par rapport à la religion judaïque peut également être absolu et parfois militant. Cela concerne en premier lieu les agnostiques et les athées. Ils restent pourtant juifs selon la loi et se considèrent souvent comme tels. Ils continuent d'ailleurs parfois à célébrer certains rites, quitte à les transformer et les vider de leur signification religieuse, par exemple lorsque le repas de Pessah devient simplement un grand dîner familial. De même, les convertis au christianisme continuent souvent à être vus ou à se considérer eux-mêmes comme juifs et à s'impliquer dans la vie de la communauté. C'est le cas de Jean Bloch, converti à 15 ans mais très actif dans les activités philanthropiques juives de Varsovie et qui s'écrit sur son chevet « Je fus juif toute ma vie et je meurs en juif ».
Les simples critères religieux ne suffisent donc pas pour cerner l'identité juive. 2. Un statut à part. A. Un corps à part. 1. Une autonomie ancienne. La société d'Ancien Régime, telle qu'elle prévalait dans la République de Pologne-Lituanie avant sa disparition et telle qu'elle subsiste encore longtemps en Europe orientale au XIXe siècle, est une société de corps où différents groupes juridiquement définis se voient reconnaître un statut à part, avec des droits et des devoirs spécifiques et parfois aussi des instances de représentation auprès du pouvoir. Cela implique une grande hétérogénéité des statuts personnels, en fonction de l'ordre, de la religion, de l'endroit. C'est ainsi que la société russe distingue 4 États ou soslovies: la noblesse, le clergé, la bourgeoisie et la paysannerie. En leur sein, il existe également des distinctions, par exemple entre les marchands des différentes guildes ou entre paysans libres et serfs. Certaines communautés forment aussi un corps à part, comme l'ordre militaire des Bachkirs, les Cosaques ou les colons allemands de la Volga. Enfin, certains endroits possèdent un statut différencié, comme les villes ou le royaume du Congrès. À l'époque moderne, les Juifs ont justement constitué un tel corps en Pologne-Lituanie, à l'instar d'autres groupes comme les Écossais, les Italiens ou les Arméniens. Ils ont même bénéficié d'une autonomie très étendue, incarnée notamment par 2 institutions représentatives centrales, le Conseil des 4 pays et le Conseil de Lituanie. Ces institutions font le lien entre les diverses communautés locales et se réunissent 2 fois par an pour discuter des questions générales concernant les Juifs, notamment la justice interne et la perception des impôts. Mais l'autonomie juive s'exerce surtout à l'échelle locale, au niveau des multiples communautés disséminées à travers le pays, les Kehilot. Or, les 2 conseils sont abolis en 1764 et ce démantèlement représente un changement majeur qui participe à la crise de la société juive. Désormais, celle-ci ne dispose plus d'institutions centrales et n'a plus d'autorité commune, ni civile ni religieuse. Le monde juif au XIXe siècle est donc un archipel, fondamentalement décentralisé. Cela constitue un facteur d'éclatement, qui a affaibli la capacité de résistance à la montée en puissance de nouveaux mouvements contestataires comme le hassidisme ou la Haskalah. Dans la Pologne divisée du XIXe siècle, différentes tentatives d'institutions représentant l'ensemble des Juifs d'une région ont été de nouveau envisagées, mais aucune n'a duré ni atteint l'importance des anciens conseils. Ainsi, en Russie, des députés juifs venus des provinces anciennement polonaises sont envoyés auprès du tsar Alexandre Ier, chargés de débattre des questions juives et de faire des propositions au gouvernement. Mais ces députés ne siègent que par intermittence, sans grande efficacité, et cette institution est supprimée dès 1825. De nombreux juifs ne renoncent pourtant pas à une forme d'autorité commune et aspirent par exemple en 1905 à la création d'une Assemblée nationale juive de Russie, compétente pour les questions communautaires. En 1909 d'ailleurs, une conférence intercommunautaire rassemble à Kovno des Juifs russes de toute opinion, mais cette réunion n'a rien d'officiel. 2. Un statut juridique distinct. Dans le cadre d'une société de corps fondamentalement inégalitaire, les Juifs disposent de droits et de devoirs différents des autres catégories de la population. Par exemple, en Russie, les Juifs ashkénazes des provinces occidentales, anciennement polonaises, ont tout d'abord le statut d'inorodtsi. À ce titre, ils sont considérés comme ayant un niveau de civilisation inférieur et ne sauraient être traités de la même manière que les populations européennes. En outre, des centaines de lois d'exception s'appliquent à eux, s'ajoutent ou se succèdent progressivement tout au long du siècle et les écartent du droit commun. Par exemple, le statut de 1804 leur interdit de vendre de l'alcool à la campagne. Les petites communautés juives non ashkénazes, dans le Caucase ou en Asie centrale, ont de leur côté un statut à part et forment d'autres corps. À cette réglementation d'État se superposent parfois des mesures prises par les autorités locales, telles que l'interdiction de s'installer dans certains quartiers ou dans certaines villes. Or, ce statut spécial des Juifs est très souvent contraignant. Il implique par exemple des taxes spécifiques, comme celles sur les bougies et sur la viande cachée en Galicie. Il peut aussi bloquer l'accès au mariage, à certaines professions, à la propriété foncière, empêcher de témoigner en justice, d'employer des serviteurs chrétiens. En Russie, l'un des aspects les plus problématiques de ce statut est l'interdiction de s'installer hors de la zone de résidence.
Celle-ci est créée dès le règne de Catherine II dans le but de confiner les Juifs dans une zone correspondant largement au territoire de l'ancienne Pologne et à la Nouvelle-Russie, récemment acquis. Le cœur historique de la Russie et la Sibérie leur sont fermés. Ce statut reste cependant immensément plus avantageux que celui des serfs, ces paysans chrétiens attachés à la terre, le servage étant maintenu en Galicie jusqu'en 1848 et dans la zone de résidence jusqu'en 1861. B. Une volonté ambiguë d'intégration. 1. Des moyens ambigus. Dès la fin du XVIIIe siècle émerge une volonté d'intégrer les Juifs dans la société polonaise globale, sous l'influence notamment des Lumières. Néanmoins, de nombreuses oppositions et la disparition de la Pologne ne permettent pas au projet de réforme d'aboutir. Les autorités des États copartageants, Prusse, Autriche et Russie, se retrouvent donc avec ce problème non résolu et doivent s'efforcer d'insérer subitement dans leur structure sociale des communautés juives particulièrement nombreuses. Par exemple, les Juifs de Galicie représentent les 3/4 des Juifs d'Autriche après le premier partage de la Pologne. De même, la Russie, qui avait globalement interdit la présence de Juifs sur son sol au XVIIIe siècle, se voit subitement rattacher 900 000 d'entre eux suite à ces nouvelles acquisitions territoriales, devenant par là le pays avec le plus de Juifs au monde. Elle cherche jusqu'à un certain point à les intégrer à la société russe, et pour cela les répartit autoritairement dans les corps des commerçants et des bourgeois. Pourtant, cette répartition officielle ne correspond pas toujours loin s'en faut aux réalités du terrain. Par exemple, de nombreux Juifs ruraux sont assimilés à des bourgeois censés habiter en ville. D'autre part, les autorités pratiquent des politiques en apparence contradictoires, qui cherchent à la fois à intégrer les Juifs et à les discriminer, voire à les marginaliser. Le but est de leur offrir la possibilité de s'intégrer à la société globale, tout en sanctionnant ceux qui s'y refusent et tout en établissant des barrières pour protéger le reste de la population de leurs influences supposées néfastes. C'est ainsi que le statut de 1804 en Russie ouvre aux Juifs les portes de l'enseignement public général, du niveau primaire au niveau universitaire. Dans le même temps, il pose de nombreuses interdictions comme celle d'habiter hors de la zone de résidence ou bien à la campagne, ce qui est suivi de plusieurs vagues d'expulsion. Enfin, il existe une dernière ambiguïté sur les moyens utilisés par les autorités pour intégrer la population juive. Elles hésitent en effet entre méthodes incitatives et méthodes coercitives. Par exemple, le statut de 1804 encourage les Juifs à accéder à un enseignement séculier moderne et à maîtriser une langue européenne, le russe, l'allemand ou le polonais, mais l'extension de la conscription aux Juifs sous Nicolas Ier impose à des milliers d'individus de servir dans l'armée russe durant de longues années, sous peine de différentes sanctions plus ou moins sévères. Les moyens prévus pour intégrer les communautés juives sont donc hautement ambigus. 2. Une ambiguïté sur les objectifs. Les buts mêmes de l'intégration ne sont pas identiques pour tous. Pour certains, il s'agit simplement d'obtenir une émancipation juridique, donc l'égalité des droits et des devoirs avec les chrétiens, selon l'exemple retentissant de l'émancipation des Juifs de France en 1791 puis dans divers autres pays occidentaux. Cela supprimerait toutes les formes de discrimination légale envers les Juifs, tout en ne leur interdisant pas de perpétuer leur mode de vie spécifique. Beaucoup seraient effectivement favorables à une telle évolution, au moins en ce qui concerne les réglementations les plus contraignantes, telles que les restrictions de résidence dans l'Empire russe, ce qui permettrait de créer de nouvelles communautés au cœur de la Russie. D'autres prônent une assimilation, un rapprochement avec la culture et le mode de vie des populations environnantes, renonçant par là à un certain nombre de particularismes. La civilisation de l'Europe chrétienne leur semble particulièrement prestigieuse et attractive, et ils souhaitent sortir du ghetto, à l'instar des Juifs d'Europe occidentale. C'est ce que prône par exemple Isaac Ber Levinson dans ses recommandations à Israël, en 1822. Ce terme vague d'assimilation recouvre cependant plusieurs situations très différentes. Cela peut signifier une assimilation complète, jusqu'au baptême, souvent sur 2 ou 3 générations. De manière moins radicale, il peut s'agir d'une simple acculturation avec confessionnalisation. Les Juifs, intégrés à la société et à la culture globale, se distingueraient essentiellement dans la sphère privée par leur religion. Pour un dernier groupe,
L'intégration des Juifs dans la société globale consiste à normaliser leur situation par rapport aux autres populations, mais pas nécessairement à adopter une autre culture. Il s'agit donc d'une modernisation et d'une sécularisation sur le modèle de la société chrétienne, et en lui empruntant certaines caractéristiques, sans pour autant abandonner la spécificité d'une culture et d'une identité juive. Cette conception est particulièrement présente en Europe orientale, alors que les Juifs de l'Europe germanique optent pour une intégration avec acculturation. Par exemple, de nombreux maskilim de Russie cherchent à développer l'instruction séculière et les publications modernes, mais en langue hébraïque, pas forcément en russe. De manière générale, beaucoup mettent en avant une identité double, à trait d'union. On n'est plus juif de Pologne ou de Russie mais juif polonais ou juif russe, avec deux cultures assumées. 3. Une intégration sélective. Les autorités en sont finalement venues à différencier les juifs utiles, pouvant être intégrés à la société globale, et les autres plus ou moins majoritaires. La Prusse établit par exemple une distinction entre juifs naturalisés et juifs simplement tolérés, beaucoup plus nombreux. De même, le statut des Juifs de la ville libre de Cracovie en 1817 oppose l'infime minorité des Juifs qualifiés à la très grande majorité des non qualifiés. Une intégration sélective est par conséquent mise en place, au profit de catégories restreintes, qui bénéficient de certains privilèges et dont le statut se rapproche de celui de leurs homologues chrétiens. En Russie, les marchands juifs de la première guilde obtiennent ainsi le droit de s'installer hors de la zone de résidence en 1859, puis c'est le cas des étudiants en 1861, de certains artisans qualifiés en 1865, de certains vétérans de l'armée en 1867. Cette politique d'intégration sélective est d'ailleurs soutenue par un certain nombre de juifs. Beaucoup de maskilim demandent eux aussi une émancipation simplement partielle, restreinte à une élite assimilée censée servir ensuite d'exemple et avoir un effet d'entraînement sur le reste de la population, qualifiée d'obscurantiste ou de moyenâgeuse. Cette stratégie de l'intégration sélective est révélatrice d'une prise de position dans deux débats. Tout d'abord, elle signifie que l'émancipation doit simplement être la conséquence d'un processus préalable d'assimilation, alors que certains suggèrent au contraire d'accorder d'abord l'émancipation aux Juifs, de telle sorte que leur assimilation soit facilitée et encouragée. D'autre part, pendant longtemps l'émancipation n'est pas vue comme une réponse à une demande d'égalité universaliste. Elle vient récompenser uniquement ceux dont on considère qu'ils l'ont mérité. Elle s'inscrit donc dans une logique de privilège, dans le cadre de ce qui demeure une société de corps foncièrement inégalitaire. Les partisans du libéralisme mettent au contraire en avant les valeurs d'égalité universelle et de droit naturel, telles qu'elles ont été portées notamment par la Révolution française. Ils proposent donc une vision complètement différente et nouvelle de la société. Dans tous les cas, la stratégie de l'intégration sélective introduit une diversité de statuts juridiques au sein de la communauté juive. C'est une émancipation lente et partielle. 1. Une confessionnalisation des Juifs de Posnanie et de Pomérélie. En Prusse, les autorités manifestent rapidement la volonté d'intégrer la nouvelle communauté juive. Par exemple, en 1812, dans le cadre de l'intense effort de réforme et de modernisation qui suit la défaite face à Napoléon, un édit d'émancipation est adopté. Les Juifs obtiennent un certain nombre de droits, comme l'égalité devant l'impôt, la levée des restrictions de résidence, la possibilité de servir dans l'armée ou d'accéder à des fonctions publiques. Néanmoins, cela touche la Pomérélie et pas la Posnanie, alors rattachée au duché de Varsovie. Lorsque la Posnanie est restituée à la Prusse en 1815, l'édit n'y est pas étendu. L'émancipation n'y commence qu'en 1833, lorsque certains Juifs obtiennent la possibilité d'être naturalisés et bénéficient par conséquent de droits supplémentaires, s'ils respectent un certain nombre de conditions comme la maîtrise de la langue allemande, des habits à l'occidental ou un certain seuil de revenus. Les 3/4 de la communauté restent cependant de simples Juifs tolérés, privés de très nombreux droits. L'émancipation se poursuit très progressivement dans les années qui suivent, avec notamment l'accès des Juifs naturalisés à l'administration municipale ou l'égalité devant le service militaire. Le statut des Juifs de Posnanie, naturalisés ou tolérés,
se rapproche lentement de celui des Juifs dans le reste du pays et la Prusse finit par lever toute restriction en 1869, ce qui est confirmé par le nouvel empire allemand en 1871, non pas comme un simple privilège octroyé mais au nom des valeurs libérales et d'une aspiration croissante à l'égalité. Les Juifs de Pomérélie puis de Posnanie connaissent ainsi une émancipation complète, ce qui est facilité par leur nombre relativement modeste et par une volonté d'assimilation chez beaucoup. Ils évoluent dans le sens d'une confessionnalisation, devenant des Allemands de confession israélite. Ils conservent simplement des organisations confessionnelles à part, certes importantes, notamment des institutions sociales et philanthropiques, mais au même titre que les protestants et les catholiques allemands. Par exemple, il existe bien une communauté juive structurée à Gdansk au début du XXe siècle, avec ses propres organismes, mais qui représente moins de 2% de la population totale et dont la nouvelle synagogue, à l'architecture d'inspiration néogothique et hanséatique, symbolise la volonté d'intégration dans la ville. De même, la plupart des enfants juifs en Posnanie au même moment sont inscrits dans des écoles élémentaires confessionnelles juives, mais qui dispensent un enseignement moderne, en grande partie séculier et en langue allemande, lequel ressemble beaucoup plus à l'enseignement des écoles confessionnelles catholiques ou protestantes qu'à l'enseignement religieux traditionnel juif. Une minorité notable est même scolarisée dans des établissements chrétiens. De manière générale, le sort des Juifs de Posnanie et de Pomérélie se rapproche de plus en plus de celui des Juifs du reste de l'Allemagne, auxquels ils finissent par se mêler. Ce cas se distingue nettement du reste de l'ancienne Pologne. 2. Une émancipation progressive en Galicie. En Galicie, les autorités ont d'abord cherché à réduire le nombre de Juifs, notamment en expulsant un certain nombre de pauvres ou en imposant des obstacles au mariage. Par la suite, Joseph II, dans un esprit de despotisme éclairé, cherche à intégrer les Juifs, à la fois par des mesures coercitives et par l'attribution de nouveaux droits. Dès 1789, un édit de tolérance proclame l'égalité des droits et des devoirs, avec par exemple droit de vote et d'éligibilité en ville, abolition des restrictions de résidence, possibilité d'acquérir des terres, participation au service militaire, école juive obligatoire en allemand et imposition de noms de famille. Mais certaines mesures s'appliquent malgré tout spécifiquement aux Juifs, dont l'État cherche d'ailleurs à tirer un maximum de revenus. On restreint leur possibilité de tenir une auberge à la campagne, des impôts spécifiques sont prévus, le service militaire est rapidement remplacé par une taxe. La mort du souverain est en outre suivie du rétablissement de plusieurs réglementations discriminatoires. En 1848 à 49, le printemps des peuples soulève des espoirs de changement et proclame l'égalité civique, mais est rapidement brisé par une réaction néo-absolutiste, qui rétablit par exemple l'impôt sur la viande cachée et celui sur les bougies ou applique plus rigoureusement l'interdiction d'avoir des serviteurs chrétiens dans les maisons juives. Par la suite, la législation est progressivement assouplie et le véritable basculement a lieu à partir de 1859, avec octroi progressif de droits civiques et politiques, ce qui permet notamment de supprimer les restrictions au mariage, de témoigner en justice contre des chrétiens ou de posséder librement un bien foncier. L'émancipation complète survient avec la Constitution de 1867 et commence à être appliquée en 1868. Cela fait des Juifs de Galicie les premiers à être complètement émancipés sur le territoire de l'ancienne Pologne, en mettant à part le minuscule et éphémère État libre de Cracovie. 3. Une émancipation retardée dans le Royaume du Congrès. Le Royaume du Congrès hérite en grande partie de la législation du duché de Varsovie, dont la Constitution prévoit l'égalité juridique de tous les habitants, sur le modèle de la Révolution française et du Code Napoléon. Cependant, cette égalité reste théorique, car un décret suspensif dès 1808 fait suite à une forte opposition locale, aussi bien de la part des chrétiens pour qui cette égalité est inadmissible, que des juifs qui y voient une menace contre leur mode de vie. Avec la disparition du duché de Varsovie, le projet est abandonné et la nouvelle constitution de 1815 pour le Royaume du Congrès prévoit au contraire un grand nombre de mesures discriminatoires envers les juifs, comme le fait de ne pouvoir voter, de n'être pas éligible, de ne pas pouvoir devenir fonctionnaire ou témoigner dans un procès impliquant des chrétiens et d'être soumis à des impôts spécifiques. Suite à ces premières opportunités manquées, l'émancipation est repoussée de plusieurs décennies.
La situation ne progresse que très lentement. Afin de forcer les populations juives à s'intégrer, les autorités commencent par mettre fin à l'autonomie juive, avec abolition des Kehilot dès 1822. On demande aux Juifs de renoncer à leur séparatisme avant de leur accorder l'égalité. Certains droits sont accordés dès les années 1820, sous le vice-roi Constantin, qui admet les Juifs dans les conseils municipaux. Les débats sur l'émancipation réapparaissent lors de l'insurrection de 1830-31, mais ont peu d'impact et se poursuivent surtout au sein des milieux patriotes polonais exilés, qui y voient un moyen de rallier la population juive à leur cause. La situation change surtout entre 1861 et 1863, où les Juifs finissent par obtenir un court moment leur émancipation civile complète, dans une surenchère entre d'une part les représentants du tsar et d'autre part les patriotes polonais afin d'obtenir leur soutien. L'échec de l'insurrection de janvier, la répression tsariste et la suppression de l'autonomie polonaise se traduisent par un rapide retour en arrière et la perte de l'égalité civile. Certaines formes de discrimination persistent donc, comme le fait de ne pas pouvoir fabriquer de l'alcool ou de ne pas pouvoir servir de tuteur pour un enfant chrétien. Une nouvelle opportunité est ainsi manquée, et l'émancipation est de nouveau retardée. Malgré tout, plusieurs droits majeurs demeurent acquis, tels celui de posséder des biens fonciers et immobiliers, celui de s'installer librement dans des quartiers jusque-là interdits ou de témoigner en justice contre des chrétiens. Le statut juridique est donc nettement plus favorable que dans la zone de résidence, directement annexée à la Russie. 4. Une instabilité juridique en Russie. En Russie, les autorités ont hésité durant tout le XIXe siècle entre intégration et ségrégation des Juifs, d'où des lois et des mesures contradictoires, visant à la fois à les fondre de force dans le reste de la population et à réduire au contraire leur contact avec elle. Une tendance ou l'autre l'emporte en fonction du souverain et du moment, formant une législation en dents de scie, avec une succession de progrès et de recul de l'égalité. Ainsi, la situation d'une famille ou d'une communauté peut basculer du jour au lendemain avec la perte soudaine d'un droit ou l'obtention d'un autre. Par exemple, des familles juives peuvent subitement être expulsées de leur localité ou privées d'une source de revenus. C'est le cas notamment avec le statut de 1804, qui prévoit l'exclusion des Juifs des campagnes, ou lorsqu'une ville change de statut pour être rétrogradée au rang de simple village, ce qui y rend la présence juive brusquement illégale. Catherine II tout d'abord s'est voulue représentative du despotisme éclairé, mais a cherché à cantonner les Juifs dans les régions occidentales de l'Empire et à encourager les conversions au christianisme. L'avènement d'Alexandre Ier inaugure une ère nouvelle, qui commence par plusieurs mesures libérales recherchant l'amélioration des Juifs au sein de la société russe. Le statut des Juifs de 1804 accorde ainsi plus de droits que la constitution du Royaume du Congrès en 1815. Ce texte n'est néanmoins pas forcément conforme aux attentes des communautés juives, qui le vivent souvent comme une menace. Nicolas Ier laisse ensuite une sinistre image. Il souhaite réformer les Juifs à coups de mesures brusques, coercitives, discriminatoires et vexatoires. Les Juifs ne peuvent plus avoir de serviteurs chrétiens, le service militaire les frappe durement, une forte censure s'applique aux publications en hébreu ou en yiddish, les restrictions de résidence augmentent. Le règne de son successeur, Alexandre II, le tsar réformateur, est un immense bol d'air, avec un net assouplissement de la législation, mais il est suivi d'un nouveau renforcement des discriminations légales avec Alexandre III et les lois de mai à partir de 1882. Beaucoup pensent d'abord que ces lois scélérates ne seront que passagères, mais elles marquent un tournant. C'est la fin de la politique d'intégration sélective, avec désormais clairement un objectif de mise à l'écart des Juifs considérés comme non assimilables. Le début du règne de Nicolas II, à partir de 1894, commence dans la continuité du précédent. La révolution de 1905 est marquée par quelques progrès, mais très éphémères et en 1914, l'émancipation n'a donc toujours pas eu lieu. La zone de résidence par exemple existe toujours. Dans le cas de la Russie donc, les Juifs continuent à constituer un groupe juridique à part jusqu'à la fin de la période. 3. Une nation à part ? A. L'invention du peuple juif. 1. L'émergence d'un nationalisme juif. Le mot juif prend une troisième signification au XIXe siècle, celle d'une nation à part.
Un nationalisme juif se cristallise en effet à partir des années 1860, au moment où un petit nombre d'intellectuels appliquent à cette communauté le modèle du nationalisme européen moderne, et ne conçoivent plus la judéité en termes religieux. Il s'agit notamment de Perez Smolenskin ou Moshe Leib Liljenblum. Ce nationalisme n'est alors pas une réponse à l'antisémitisme, mais un processus culturel et politique de construction nationale similaire à celui d'autres populations d'Europe orientale au même moment. Il émerge ainsi parallèlement et souvent en interaction avec le nationalisme ukrainien, en Galicie et en Russie. Il reçoit d'autre part de fortes influences du nationalisme polonais, et de nombreux parallèles sont établis entre les deux nations, que leur grandeur passée, leur abaissement présent et leur quête d'indépendance ou d'autonomie future rapprocheraient. Les insurrections polonaises sont d'ailleurs comparées à la révolte des Maccabées et la prise de Varsovie par les troupes russes à la chute de Jérusalem. Les écrits des patriotes polonais comme Mickiewicz ou Slovaquie sont également très lus par les nationalistes juifs. À partir des années 1880, a lieu un autre tournant qui modifie l'ampleur et le retentissement du nationalisme juif. Il est lié à la vague de pogroms de 1881 à 82 en Russie, à la montée de l'antisémitisme en Autriche, en Allemagne ou dans le Royaume du Congrès, et à l'impact de l'affaire Dreyfus, dans une France pourtant idéalisée et perçue comme le pays phare de l'émancipation et de l'assimilation. Une véritable crise morale et intellectuelle éclate et beaucoup de Juifs se détournent de l'idéal assimilationniste, considérant qu'il n'est pas possible de s'intégrer réellement au reste de la population. Une proportion croissante des Juifs développe donc désormais une nouvelle conscience identitaire, aspire à être acceptée comme une nation à part entière et réclame des droits nationaux spécifiques. C'est le cas par exemple en Galicie, où ils ne sont officiellement considérés que comme une communauté religieuse et doivent être administrativement rattachés à l'une des nationalités reconnues, polonais, ukrainien ou allemand. 2. La difficile définition d'une identité nationale. Les identités nationales en Europe centrale et orientale se sont construites sur la base d'éléments communs, comme la langue, le territoire, l'histoire ou des mythes fondateurs, auxquels s'ajoutent très souvent des critères ethniques. Ces marqueurs d'identité font l'objet de multiples réflexions et de nombreux débats, dans toutes les populations qui voient émerger un courant nationaliste et avant tout dans les milieux intellectuels à l'origine de ce mouvement. Dans le cas des Juifs cependant, un certain nombre de spécificités soulèvent des difficultés, notamment la dispersion géographique, l'absence de territoire propre ou la diversité des langues pratiquées. Ainsi, sous l'influence de Herder, beaucoup d'individus sont convaincus qu'une nation est liée à une langue qui en reflète l'âme spécifique. Or, les Juifs de Pologne disposent bien d'une langue à part, le yiddish, mais le choix d'une langue nationale pour le peuple juif pose clairement problème et soulève de multiples polémiques. D'une part, le yiddish est vu par beaucoup comme une simple version déformée de l'allemand, non comme une véritable langue. D'autre part, bien des Juifs dans le monde ne le parlent pas, par exemple autour du bassin méditerranéen. Enfin, l'hébreu occupe également une très grande place parmi les Juifs de Pologne. Pourtant, une identité nationale juive est tout de même élaborée à partir de différents critères. Par exemple, une histoire juive commence à être écrite et fait l'objet d'une fierté nouvelle. Plusieurs historiens mettent en avant l'héritage fort de la Bible. Ils en admettent la vérité historique et ces personnages ou épisodes clés constituent donc des éléments fondateurs dans la mémoire nationale, comme Abraham, Moïse, Salomon, la destruction du premier temple puis du second, l'exil à Babylone, l'éparpillement de la diaspora. Ce sont d'abord des historiens juifs allemands qui travaillent sur l'histoire juive au milieu du XIXe siècle, comme Heinrich Gratz. Puis, une nouvelle génération d'historiens juifs émerge, originaires des territoires de l'ancienne Pologne. Elle est illustrée notamment par Simon Dubnow ou Joseph Perl. Ces historiens d'Europe orientale ajoutent de nouveaux mythes fondateurs au roman national juif, comme celui du royaume khazar, un vaste État situé au nord de la mer Noire, dont la population se serait convertie au judaïsme au Haut Moyen-Âge et se trouve parfois assimilée à la 13e tribu perdue d'Israël. Enfin, un certain nombre de personnes conçoivent les Juifs comme un groupe ethnique, qui se serait perpétué depuis les temps bibliques, malgré les siècles, malgré son éparpillement et malgré son isolement au milieu d'autres peuples, grâce à une longue succession de mariages endogames. Cette idée de race juive existe aussi bien chez des penseurs juifs comme Moses et Max Nordau,
que chez des antisémites, qui mettent en avant de prétendues caractéristiques physiques. La définition des Juifs étant dès lors biologique, les Juifs assimilés ou convertis continuent à être des Juifs. Ils ne sauraient perdre cette identité mais pourraient simplement la diluer, en multipliant de génération en génération les unions mixtes avec des non-juifs. Cette vision ethnique du peuple juif n'est cependant pas centrale dans le nationalisme juif, et beaucoup la rejettent même. 3. Un sentiment national minoritaire. Malgré de très nets progrès du sentiment national juif à partir des années 1880 et surtout des années 1890, celui-ci se heurte à d'importantes limites. Tout d'abord, la diffusion de ce sentiment auprès des masses juives est simplement entamée. À certains endroits et à certains moments, elle est facilitée par la diffusion d'une presse populaire à grand tirage, par l'essor d'une vie associative moderne et par celui d'une véritable vie politique, comme en Galicie à la fin du siècle. Mais de nombreuses familles restent à l'écart du mouvement, notamment dans les communautés traditionnelles. L'idée d'une nation juive reste étrangère à leur mentalité même si elles n'y sont pas forcément hostiles. D'autre part, le nationalisme juif se heurte à de véritables oppositions. La première provient des partisans de l'assimilation au peuple environnant. Même si l'idéal assimilationniste connaît un net recul après les années 1880, il ne disparaît pas pour autant et beaucoup d'individus se sentent fondamentalement polonais, allemands ou russes, bien que de religion ou d'origine juive. C'est le cas en particulier en Posnanie et en Pomérélie, où les Juifs ont le sentiment d'appartenir à la nation allemande au même titre que les catholiques ou les protestants, et où ils ont obtenu l'émancipation pour les individus mais renoncé aux droits collectifs d'une nation. D'autre part, le courant de l'orthodoxie moderne récuse toute définition non religieuse de la communauté juive et prend même position à plusieurs reprises contre les nationalistes juifs. Par exemple, il s'oppose massivement au sionisme et à l'installation de colons juifs en Palestine, car les Juifs ne sont censés retourner sur la terre promise qu'avec l'arrivée du Messie. B. La question territoriale. 1. Le sionisme. La conception européenne de la nation au XIe siècle implique qu'un peuple soit lié à un territoire. Or, les Juifs sont justement considérés comme un peuple errant, en exil et en diaspora, vivant dans l'attente du royaume messianique. Afin de normaliser cette situation, un certain nombre de Juifs aspirent à un projet national territorial. Leur regard se tourne prioritairement vers la Palestine, Éré Israël, berceau du peuple juif et terre promise, où coule le lait et le miel, et où l'on veut faire refleurir le désert. Pendant des siècles, des petits groupes religieux de Juifs se sont installés sur place, mais le mouvement change à la fois de nature et d'ampleur au XIXe siècle. Un sionisme utopique voit tout d'abord le jour avec les Amants de Sion. Il est incarné en particulier par Lev Pinsker ou Peretz Smolenskin, qui prônent le retour des Juifs en Palestine, afin de fuir les persécutions dans les pays d'Europe. Ce courant est illustré notamment par la brochure de Pinsker Auto-émancipation, publiée en 1882 suite au pogrom en Russie. Il séduit un certain nombre d'intellectuels, sans devenir un mouvement de masse et sans proposer de plan concret d'installation. Le sionisme spirituel est sensiblement différent. Son fondateur et principal théoricien est Adam, qui ne juge pas réaliste une émigration massive des Juifs vers la Palestine. Il propose plutôt d'y créer un foyer non pour l'ensemble des Juifs mais pour le judaïsme, une sorte de centre spirituel capable d'alimenter une culture à part, de rayonner sur toute la diaspora et de servir de point de référence au sentiment national juif. Là encore, l'impact reste limité. Enfin, le sionisme politique est lancé par Theodor Herzl et sa brochure de 1896 L'État des Juifs. Ce courant venu d'Occident est celui qui rencontre le plus de succès en Europe de l'Est. Il aspire à obtenir la cession de la Palestine de la part des autorités ottomanes, à organiser une émigration massive vers cette terre et à y fonder un État souverain, avec tous ses attributs, gouvernement, drapeau, hymne, armée et institutions culturelles. Ce mouvement se montre très dynamique, organise des congrès et des conférences, propage des manifestes, des publications et des cartes de la Palestine, vient en aide à des migrants, cherche à faciliter leur installation, collecte des sommes pour acheter des terres. 2. Le territorialisme non sioniste. Herzl et ses partisans échouent cependant à négocier avec le sultan ottoman,
la cession de la Palestine, ou même l'autorisation pour un nombre important de Juifs de s'y installer. Une partie des nationalistes décide alors de proposer l'implantation du peuple juif et l'auto-administration sur un autre territoire, fût-ce à titre temporaire. De multiples endroits sont envisagés, comme la Cyrénaïque, la Mésopotamie, l'Argentine, l'Angola ou le Dakota, mais le projet le plus abouti porte sur l'Ouganda, en réalité une partie des hauts plateaux kényans alors sous domination britannique. Des négociations commencent avec des personnalités britanniques. Or, ces propositions territorialistes mais non sionistes rencontrent des oppositions absolues dans le monde juif, en particulier chez les Juifs de Pologne et surtout ceux d'Ukraine. La conférence de Wilno, en 1905, témoigne de ce refus catégorique de tout territorialisme en dehors de la Palestine. La Palestine a en effet une place particulière dans la culture juive et l'imaginaire collectif. Jérusalem est mentionnée quotidiennement dans les 18 bénédictions. Elle symbolise un passé glorieux au temps de David et Salomon, on y trouve le mur des lamentations, unique vestige du temps. De manière générale, la Palestine est considérée comme la terre promise, donnée par Dieu au peuple juif et qui lui appartient donc légitimement. Cette centralité culturelle et mémorielle fondamentale entraîne l'échec des projets territorialistes concurrents. Ainsi, l'option ougandaise, fortement débattue lors des 6e et 7e congrès sionistes mondiaux en 1903 et 1905, est finalement abandonnée lors du 8e congrès en 1907. 3. Le diasporisme. Les différents courants territorialistes sont cependant minoritaires dans les territoires anciennement polonais. La tendance dominante parmi les nationalistes juifs d'Europe orientale est celle d'une nation extraterritoriale. Elle est illustrée notamment par l'historien Simon Dubnow, par exemple dans ses lettres sur l'Ancien et le Nouveau judaïsme. Pour lui, l'éparpillement du peuple juif lui aurait permis de dépasser le stade d'une nation fondée sur un territoire pour accéder au stade supérieur d'une nation spirituelle ou historico-culturelle. Ainsi, les Juifs peuvent continuer à vivre en diaspora. La Pologne ou la Russie ne sont pas de simples étapes dans le parcours millénaire du peuple juif errant mais bien le foyer de millions de Juifs. Par conséquent, le diasporisme s'oppose au nationalisme territorialiste. Il considère que la nation juive ne doit pas aspirer à un État-nation sur un territoire où elle serait majoritaire mais plutôt obtenir une forme d'autonomie nationale culturelle dans les pays dans lesquels elle vit. Les droits nationaux, par exemple dans l'enseignement public ou dans les rapports avec l'administration, seraient ainsi liés non pas à un espace mais aux individus eux-mêmes, ou Q'. Ils habitent, afin de prendre en compte leur éparpillement et leur situation partout minoritaire. C'est des identités plus spécifiques. 1. Ashkénazes et séfarades. Une identité nationale juive s'affirme donc au XIXe siècle, malgré d'importantes limites, des divisions et des contestations. Elle n'efface pourtant pas des identités de groupe parfois très fortes au sein de la population juive. Tout d'abord, l'immense majorité des Juifs de Pologne appartiennent à la communauté ashkénaze, originaire de l'ère culturelle germanique et qui a le yiddish comme langue courante. En cela, ils s'opposent notamment aux séfarades. Ces derniers sont en principe originaires du bassin méditerranéen et parlent principalement le ladino, mais en Pologne on appelle séfarades tous les Juifs non yiddishophones. Dans les territoires de l'ancienne Pologne, les séfarades sont extrêmement minoritaires. De petites communautés se sont anciennement implantées dans des grands pôles commerciaux comme Cracovie, Lwów ou Zamość, mais leur assimilation à la majorité ashkénaze est déjà très avancée au début du XIXe siècle, au point que leur spécificité a quasiment disparu. La petite ville de Zamość se vante ainsi d'origine séfarade, mais appartient concrètement à la communauté ashkénaze. En revanche, les Juifs de Pologne rencontrent des séfarades dans les régions vers lesquelles ils émigrent, avec souvent un basculement démographique au profit d'une majorité ashkénaze comme à Amsterdam, à Londres ou en Palestine. Dans ces espaces à l'étranger, les séfarades ont leur propre langue, leur propre rite, leur propre ordre de prière, leur propre prononciation de l'hébreu. Ils sont un objet de curiosité et bénéficient d'un certain prestige lié à leur glorieux passé, notamment à l'époque de leur présence dans la péninsule ibérique. Ils sont parfois vus comme une sorte d'aristocratie au sein des Juifs, pleinement consciente d'une supériorité, d'où le faible nombre de mariages mixtes là les deux communautés cohabitent, du moins pour les premières générations.
2. Karaïtes et Rabbanites. Les Karaïtes ne sont guère plus nombreux que les Séfarades en Pologne, mais contrairement à eux, ils connaissent un processus de différenciation très net et croissante, après des siècles de cohabitation sans opposition radicale. Jusqu'à la fin du XIXe siècle en effet, ils sont perçus comme une branche originale du judaïsme et il existe de nombreuses formes d'échange, de coopération et même quelques mariages avec les rabbinites majoritaires. La différence traditionnelle est de nature religieuse. Les croyances des Karaïtes reposent uniquement sur la Bible hébraïque, donc sur la loi écrite, par opposition au Talmud, la loi orale, dont ils contestent l'origine divine. Ils s'opposent aussi à la place des rabbins dans le judaïsme rabbinique. Ces derniers ne donneraient que des interprétations humaines, donc sujettes à l'erreur, et chacun doit pouvoir avoir sa propre approche personnelle du texte sacré. Ils sont par conséquent souvent considérés comme des schismatiques, aux coutumes parfois troublantes. Ils restent dans l'obscurité le vendredi soir, ne consomment pas d'aliments chauds pour le Shabbat, dont l'atmosphère est beaucoup moins joyeuse que chez les rabbinites, ils se déchaussent à l'entrée d'un lieu de culte, à l'instar des musulmans. À cela s'ajoute désormais une différence de statut, donc une différence juridique. Les Karaïtes, surtout présents dans la zone de résidence, donc sous domination russe, entretiennent globalement d'excellentes relations avec les autorités tsaristes. Celles-ci leur accordent notamment l'exonération de la double imposition en 1795, l'exemption de service militaire en 1827 et l'émancipation complète en 1863. Ce statut nettement plus avantageux que pour les rabbinites explique en partie les efforts des Karaïtes pour prouver désormais leur non-judaïté et constitue un facteur majeur d'éloignement entre les deux communautés. Pour finir, au moment même où se forge une conception nationale de l'identité juive, les Karaïtes se posent en une nation à part. Ils s'appuient d'abord sur leur originalité linguistique, puisqu'ils parlent généralement un dialecte turc. Mais à partir du milieu du XIXe siècle, ils se construisent une histoire et une identité ethnique spécifiques. Serava Sazal avance ainsi la thèse des origines khazares et turques des Karaïtes. La scission est par conséquent complète entre les communautés nombreuses de juifs rabbinites et les quelques milliers de Karaïtes présents surtout en Crimée et en Lituanie, près de Wilno et Troki, que ce soit d'un point de vue religieux, d'un point de vue juridique ou d'un point de vue national. 3. Les identités régionales. Enfin, c'est au XIXe siècle qu'émerge un certain nombre de stéréotypes régionaux, dont les principaux concernent les Litouèques et les Galicianeurs. Le Litouak est originaire de Leyte, la région que les Juifs considèrent comme la Lituanie, à savoir le nord-est de la Pologne, la Biélorussie et la Lituanie actuelle. Cela représente 1,5 million d'individus en 1897, soit environ un quart des Juifs de l'ancienne Pologne. On y parle un dialecte original, on ne s'y habille pas de la même manière, on y mange une cuisine plus poivrée. Les Litouèques se reconnaissent facilement dans les villes de l'Ouest comme Varsovie ou Łódź, où les Juifs d'origine locale évitent de les fréquenter ou de contracter des unions matrimoniales avec eux, du moins au début. Ils sont en outre réputés froids, sobres, austères, rigoureux, rationalistes, intellectualistes, sceptiques, critiques, hautains, élitistes, avares et têtus. Leur spécificité est telle qu'ils déclenchent de nombreuses formes d'animosité de la part des autres Juifs, et que certains hésitent à leur reconnaître une âme complètement juive. Les Litouèques s'opposent complètement aux stéréotypes des méridionaux, les Galicianeurs, originaires de Galicie et d'Ukraine. Ceux-ci véhiculent une image de naïveté, de simplicité, de piété, d'émotivité, d'extraversion, de chaleur humaine, de générosité mais aussi de fanatisme, de traditionnalisme, de mysticisme, d'habileté en affaires, de trafic louche, de roublardise. Ils sont l'objet de nombreuses plaisanteries dans les milieux juifs assimilés. Cette différence d'image s'explique notamment par le succès du hassidisme dans cette région, tandis que la Lituanie est dominée par les Misnagdim. Quoi qu'il en soit, un mariage unissant une famille de Galicianeurs et une autre de Litouèques semblerait contre nature pour beaucoup. Le groupe des Poilichers, moins stéréotypé et censé désigner globalement les Juifs du Royaume du Congrès, est un peu moins infréquentable pour les deux autres groupes, surtout les Galicianeurs, mais les Juifs d'Europe orientale n'ont clairement pas l'impression de former un tout cohérent et homogène. Conclusion : une identité juive en recomposition. Au XIe siècle,
L'identité juive est donc complexe et en refondation sur des bases nouvelles, en partie sécularisées. Elle repose sur 3 définitions, dont chacune isolément est incomplète, ce qui entraîne un brouillage identitaire et de multiples interrogations. Les critères de judéité sont à la fois religieux, juridiques et politiques. Dans chacun de ces domaines, des évolutions et des ruptures parfois très fortes ont lieu, dessinant une mosaïque identitaire juive aux multiples combinaisons. Certains sont devenus athées mais se sentent appartenir à la nation juive, d'autres n'ont pas de conscience nationale mais sont attachés à leur religion, d'autres encore revendiquent l'égalité des droits mais sans renoncer à leurs différences de culture. Cela a pu donner naissance à de nombreux courants antagonistes qui divisent un judaïsme polonais fondamentalement pluriel. Des croyances et des rites. Dans ce jour de sabbat où lecture est donnée du cantique de la mer Rouge, le rabbi de Sadagora fit remarquer « L'Écriture ne dit pas qu'ils ont chanté le cantique aussitôt après avoir franchi la mer Rouge, mais bien « Et le peuple craignit le Seigneur, et il crut au Seigneur et à Moïse son serviteur. » C'est après seulement qu'il est écrit « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. » Celui qui d'abord croit, peut seul chanter alors son hymne de louange. Martin Buber, Les récits hassidiques. Le judaïsme est une religion ancienne et révélée, fondée théoriquement à l'époque d'Abraham et de Moïse. Centrée autour d'un Dieu unique, universel et éternel, elle est censée s'appuyer sur un lieu de culte lui-même unique, le Temple de Jérusalem. Celui-ci est desservi par une caste sacerdotale, des prêtres qui y accomplissent un certain nombre de rites et de sacrifices. Or, les 2 destructions successives du temple durant l'Antiquité ont privé le judaïsme de ce seul lieu de culte et l'ont obligé à se replier sur des lieux de simple prière comme les synagogues. 2 Talmuds sont alors constitués, à Jérusalem et à Babylone, et complètent la base du judaïsme. Cette religion survit au sein de la diaspora, où elle poursuit son évolution. Dans le cas des Juifs de Pologne, des transformations radicales ont lieu au XVIIIe et XIXe siècle. 1. Des rites à différentes fréquences. A. Les rites quotidiens. 1. De nombreuses manières de prier. Il existe de nombreuses manières de prier chez les Juifs de Pologne. Tout d'abord, on peut prier individuellement, en famille ou en groupe. Le dernier cas nécessite de rassembler un minyan, c'est-à-dire 10 hommes de plus de 13 ans, par exemple pour réciter le Kaddish. En revanche, la prière de groupe ne demande pas de lieu spécifique. Elle peut se dérouler dans un espace spécialement dédié à cet effet, comme une synagogue, mais aussi dans une demeure privée, à condition qu'il y ait des livres saints et une mezouza. Parfois une maison privée servant de lieu de prière régulier peut même contenir une arche sainte. La prière peut être de louange, de supplication, de pénitence, de remerciement. Dans tous les cas, elle ne doit pas être récitée automatiquement mais dite avec une intention particulière. Ces prières peuvent être très formelles. Certaines suivent un texte précis, identique pour tous, généralement en hébreu comme pour le schéma Israël voire en araméen comme pour le Kaddish. Elles sont le plus souvent cantillées, c'est-à-dire récitées selon un rythme spécifique avec des variations de hauteur presque chantées. D'autres sont dites silencieuses, ce qui signifie en réalité qu'elles sont murmurées, comme les 18 bénédictions. Les oraisons ou tékinés sont quant à elles beaucoup plus libres et personnelles. De manière générale, il y a un net clivage entre les gens dans les manières de prier. Les hommes prient de préférence en groupe, dans une synagogue ou une maison d'études, en récitant des prières formelles en hébreu ou en araméen, à heure fixe, parfois en portant des accessoires strictement réglementés. Les femmes, en revanche, prient essentiellement à la maison, de manière individuelle, en prononçant des prières en yiddish, qu'elles inventent ou qu'elles trouvent dans des livres de prière, les sidourim, souvent spécialement rédigés pour elles. Elles choisissent la prière en fonction de leur humeur ou de leurs préoccupations concrètes, et s'adressent à Dieu de manière plus spontanée et personnelle, voire affective. Pour prier, on se tourne vers le mur oriental, généralement marqué par un panneau richement ornementé sur lequel figure le verset 8 du psaume 16 ou d'autres passages de la Bible faisant intervenir le nom de Dieu. Les hommes de plus de 13 ans portent dans certains cas des signes de l'amour de Dieu, à savoir un châle de prière et des phylactères, notamment pour la prière du matin. Le châle de prière ou talit est généralement blanc avec des rayures noires, parfois bleues, et des franges rituelles.
Les phylactères ou téphilines sont des petites boîtes contenant des parchemins avec des passages de la Torah. Elles sont fixées par des lanières, enroulées de manière bien précise sur le front pour l'esprit et sur le bras gauche pour le cœur. 2. Les 3 prières quotidiennes. À tout moment, on peut prier ou chercher à réunir un minyan, y compris en allant chercher des hommes dans la rue. Il y a cependant 3 prières quotidiennes que tout homme juif pratiquant se doit d'accomplir, en référence aux offrandes au temple de Jérusalem. La prière du matin est nommée Shaharit. Elle nécessite de revêtir ses phylactères ainsi que son châle. Cette prière, qui peut légèrement varier d'une communauté à une autre, comprend 5 parties principales: un hymne au Créateur ou Adon Olam, des cantiques, le schéma, les 18 bénédictions et une supplication finale, Ta'anoun. La prière de l'après-midi est appelée Minyan. Elle a lieu en fin d'après-midi et inclut la lecture de cantiques, de versets bibliques, parfois de la Mishnah, la récitation des 18 bénédictions et des supplications. Chez les Juifs pieux, elle peut prendre 1 heure et dans ce cas, notamment en hiver, elle est presque immédiatement suivie par la prière du soir. Enfin, la prière du soir est Marev. Elle commence au coucher du soleil, les jours ordinaires. On procède à l'ablution des mains, et on se couvre parfois les yeux de la main. La prière comprend 3 parties principales, avec lecture de psaumes, récitation du schéma puis des 18 bénédictions et pour terminer une louange à Dieu. Ces 3 prières quotidiennes ont lieu de préférence en commun et dans un lieu spécifiquement dédié à la prière, mais sont bien souvent récitées très rapidement, voire de manière précipitée. La familiarité avec Dieu autorise moins de solennité. 3. Les bénédictions. La plus connue des bénédictions est l'ensemble des 18 bénédictions, en réalité au nombre de 19. Les 3 premières et les 3 dernières sont immuables, mais les bénédictions centrales varient en fonction du calendrier religieux. Pièce maîtresse de la liturgie juive, les 18 bénédictions sont récitées debout et murmurées, souvent accompagnées d'une gestuelle particulière, notamment le fait d'avancer et de reculer de quelques pas ou le fait de se prosterner à plusieurs reprises. La récitation ne doit pas être interrompue, sauf en cas de force majeure. En plus de cela, des bénédictions ponctuent la journée et tout le quotidien. Chaque action ou chaque événement peut en faire l'objet, généralement en guise de remerciement à Dieu. On prononce une bénédiction dès le réveil pour le lever, en faisant ses ablutions, en s'habillant, en enfilant le châle de prière ou les phylactères, avant d'étudier la Torah, avant de manger différentes sortes d'aliments, à la fin d'un repas, pour une nouvelle, bonne ou mauvaise, au moment du coucher. Des bénédictions spéciales existent également pour des événements naturels comme le tonnerre ou l'arrivée de la nouvelle lune, ou encore après un danger et tout simplement à chaque fois que l'on veut célébrer la beauté ou l'importance d'un moment particulier. Elles sont par conséquent omniprésentes. B. Les rites hebdomadaires. 1. Les offices du Shabbat. Le Shabbat commence le vendredi soir. Il constitue un moment à part dans la semaine, un moment de fête religieuse. À cette occasion, la partie centrale des 18 bénédictions est modifiée. Les hommes se rendent à la synagogue, récitent une série de psaumes et notamment le cantique Léka Dodi, Viens, mon bien-aimé. Puis on se tourne vers la porte à l'ouest pour attendre l'entrée de la reine Shabbat invisible qui apporte l'âme de la fête. De nouveaux psaumes sont entonnés mais le service est plus rapide que d'ordinaire, afin de poursuivre les rituels dans la sphère domestique. Le samedi matin a lieu l'office solennel, à l'occasion duquel toute la famille se rend à la synagogue. Il reprend sous une forme symbolique le culte pratiqué à l'époque du Temple de Jérusalem et se différencie traditionnellement du rite séfarade, mais il existe plusieurs recueils liturgiques, donc l'ordre et la composition des prières peuvent varier. Celles-ci comprennent notamment des prières préliminaires, le schéma, les 18 bénédictions, des cantiques, des suppliques et le Kaddish. Les prières sont d'abord récitées de manière individuelle, et en marchant. Puis un officiant spécialisé, le chantre ou hazan, s'approche du pupitre, s'incline, ouvre un livre rituel et entonne avec des modulations les prières communes, reprises par l'assistance. Le chantre interrompt ensuite les prières pour la lecture d'une paracha, une section de la Torah, exceptionnellement 2, de telle sorte que l'ensemble du Pentateuque soit couvert en un an dans l'ordre du texte. Les rouleaux sacrés sont portés en grande cérémonie, et l'on tente de se frayer un chemin pour les caresser avec une frange de son châle.
Entre 3 et 8 personnes sont appelées à monter à la Torah, pour en lire un passage. En réalité, le chantre récite souvent le texte lui-même pour éviter toute erreur, tandis que les personnes appelées se contentent de suivre les lignes avec un signet en forme de main, de remuer les lèvres et de dire une bénédiction à voix haute au début ainsi qu'à la fin de leur passage. Cette lecture est suivie de celle d'un passage des prophètes par le dernier appelé. On range alors respectueusement les rouleaux, et on reprend les prières avec le chantre. Un office supplémentaire, Musaf, a également lieu, qui inclut plusieurs prières et lectures, en commémoration des sacrifices additionnels au temple de Jérusalem lors des jours de fête. Enfin, le samedi après-midi, les hommes se rendent une 3e fois à la synagogue. Ils y récitent des psaumes individuellement, jusqu'à ce que l'officiant demande l'attention en frappant sur le pupitre. Les fidèles ferment alors leur psautier, s'immobilisent et deviennent silencieux. On prie avec le chantre, on lit la Torah puis on récite les 18 bénédictions. On procède enfin à l'ablution des mains, pour célébrer le 3e repas du Shabbat. Puis, on revient en famille pour la cérémonie de la Havdalah, qui met fin au Shabbat. 2. La synagogue. Alors qu'en semaine, on prie simplement à domicile, dans un petit oratoire ou une maison d'études, pour le Shabbat, on se rend à la synagogue. C'est un vaste bâtiment, dont la taille et la décoration expriment l'importance d'une communauté. Il s'agit à la fois d'un lieu de prière et d'un lieu d'étude des textes sacrés, raison pour laquelle on l'appelle la choule, l'école. Elle comprend des étagères avec des livres, des tables et des bancs orientés vers le mur oriental, un tonneau ou une cuvette pour les ablutions, parfois une cuisine pour le 3e repas du Shabbat, mais surtout une arche sainte, une bima et une ménorah. L'arche sainte, située sur le mur oriental, est destinée à abriter les rouleaux de la Torah derrière un rideau. La bima est quant à elle une estrade au milieu de la salle principale, avec un pupitre pour le chantre. C'est là qu'on procède à la lecture de la Torah et c'est de là que sont prononcés les sermons. Enfin, la ménorah est un chandelier à 7 branches, parfois très imposant. Les hommes et les femmes sont nettement séparés. Ces dernières sont reléguées derrière un rideau ou dans une galerie en hauteur, où elles sont invisibles pour les hommes, qu'elles ne doivent pas déconcentrer. Elles peuvent cependant essayer de suivre les prières du chantre et la lecture de la Torah, notamment sous la direction d'une zogerque qui connaît un peu l'hébreu. Globalement, la synagogue est un univers dominé par les hommes, alors que les rites féminins sont accomplis essentiellement à domicile. Toutes les fonctions à la synagogue sont ainsi réservées à des hommes, que ce soit le chantre, le bedeau, les porteurs des rouleaux sacrés ou les appelés à la Torah. Enfin, la synagogue, comme les autres lieux de prière juifs, est souvent un endroit bruyant et agité, à l'ambiance très spécifique. Non seulement une partie des prières est individuelle, chacun les récitant selon son propre rythme et au volume sonore de son choix, mais on discute aussi beaucoup, de choses et d'autres, parfois sans aucun rapport avec la religion. Certains arrivent en retard et tentent de rattraper les autres, d'autres finissent avant et sortent un moment pour prendre l'air en attendant le chantre. De manière générale, on se sent très libre dans la synagogue, comme chez soi. On se déplace, on entre et on sort comme on veut, on bavarde, parfois on se dispute, le tout au milieu des enfants qui s'amusent et courent. Le brouhaha s'apaise lors des prières collectives et de la lecture de la Torah, du moins au début, tandis que le chantre entonne des mélopées. C'est les célébrations annuelles. 1. Les fêtes de pèlerinage. 3 fêtes majeures du judaïsme sont censées à l'origine occasionner un pèlerinage vers Jérusalem pour y faire des offrandes au temple. Ces fêtes, joyeuses, excluent les prières pénitentielles comme les supplications du Ta'anoun et incluent des rites supplémentaires comme la prière des 7 bénédictions 3 fois par jour. Il s'agit tout d'abord de Pessah, la Pâque juive, qui célèbre la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. Elle dure 8 jours, mais seuls les 2 premiers et les 2 derniers sont complètement fériés, séparés par des jours de demi-fête. Elle est préparée dans les semaines qui précèdent par la lecture de sections particulières de la Torah, et par un sermon du rabbin. Durant les jours intermédiaires de demi-fête, on modifie les 18 bénédictions et certains passages des psaumes sont supprimés. La plupart des rites relèvent cependant d'une fête familiale. Shavuot, la Pentecôte, intervient 7 semaines après Pessah et marque le début théorique de la moisson du blé en Palestine. Surtout, elle commémore le don de la Torah sur le mont Sinaï. Il s'agit d'une fête de 2 jours.
La communauté juive se prépare à recevoir de nouveau la Torah, notamment en faisant des ablutions et en étudiant le texte sacré. On lit aussi souvent des passages du livre de Ruth et parfois le livre des psaumes en entier. Beaucoup y passent la nuit entière. La grandeur de la Torah est encore célébrée le lendemain, tandis que la synagogue est décorée de fleurs et de plantes odorantes. Enfin, Sukkot, la fête des cabanes, est à la fois une fête théoriquement agricole et une commémoration de la sollicitude de Dieu durant les 40 ans passés par les Hébreux dans le désert après leur sortie d'Égypte. Elle dure 8 jours dans la diaspora contre seulement 7 en Palestine, mais seuls les 2 premiers sont complètement fériés. On déambule autour de la bima en portant les 4 espèces, à savoir un cédra, une palme, une branche de myrte et une branche de saule. Au 6e jour, on frappe les bancs et le sol avec des branches de saule pendant qu'on prie. Enfin, à la fin de Sukkot commence Simat Torah, la fête de la loi. À cette occasion, le cycle de lecture de la Torah est achevé et recommencé pour un an. La section hebdomadaire est lue et relue jusqu'à ce que tous les assistants soient appelés, ce qui demande parfois beaucoup de temps. Les rouleaux de la Torah sont promenés dans la synagogue et on peut les porter ou les embrasser dans la liesse générale, y compris les enfants. Les femmes peuvent même descendre de leur tribune pour assister aux circonvolutions de la Torah. 2. Les jours redoutables. Les commémorations liées aux jours redoutables, 10 jours qui relient Rosh Hashanah et Yom Kippour, sont beaucoup moins joyeuses. Rosh Hashanah est le nouvel an juif et dure 2 jours. Il est précédé d'une semaine de prières pénitentielles, et le service de la veille est fortement rallongé, avec des prières particulières et des lectures de la Torah. Le principal rite spécifique est d'inviter au repentir en jouant du shofar, un instrument fabriqué à partir d'une corne de bélier. On récite aussi les 18 bénédictions courbées ou en pleurant. Les jours qui suivent sont des jours de pénitence, consacrés à l'introspection et au repentir, pour infléchir le jugement de Dieu. On bat sa coulpe et on pleure pendant les prières. On cherche à se réconcilier avec les autres et à obtenir leur pardon pour les fautes commises. On ajoute des supplications publiques pour obtenir la miséricorde divine et la fin des malheurs du peuple juif. Enfin a lieu Yom Kippour, le grand pardon. C'est un jour entièrement consacré au repentir, avec des prières pénitentielles et des sonneries de chauffard. Ce jour est en outre caractérisé par des privations diverses, comme un long jeûne et parfois l'absence de parole. La veille, on est censé pardonner à autrui les fautes commises envers soi. Le jour même, il y a 5 longs offices de prière, dont le Koel Nidre, qui commence un peu avant le coucher du soleil et au cours duquel on demande pardon à Dieu pour les fautes commises envers lui, avec force pleurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.